Alors nous sommes dans une des pièces de ce qu'on appelle, on a surnommé d'ailleurs un bunker, c'est nullement un bunker, c'est un abri actif, c'est-à-dire un lieu souterrain qui a été construit sous la gare de l'Est par les Français à partir du lendemain de la Première Guerre mondiale. Il sert à abriter à peu près 70 personnes qui sont des régulateurs qui, eux, doivent assurer l'exploitation du réseau en cas d'alerte aérienne et donc de faire marcher les trains en téléphonant aux gares, en préparant les itinéraires. Alors, il faut dire que cet abri n'a sans doute jamais servi parce que c'est un abri qui est conçu dans, je dirais, l'esprit de la stratégie de 14-18, c'est-à-dire les gaz. Et la France, c'est le traumatisme des gaz, et cet abri est donc d'abord et avant tout un endroit étanche. Seulement, en 1939, la Seconde Guerre mondiale, il y a un élément nouveau qui est l'aviation. Et l'aviation, ce sont les bombardements, et donc c'est une toute autre stratégie, il n'y a plus de gaz. Donc le problème dans ce lieu est bien celui de respirer, donc d'abord de se couper de l'atmosphère qui serait pourrie par les gaz, si vous voulez, très nocifs, donc utilisés par l'ennemi. Donc il faut se couper de l'atmosphère et il faut pouvoir, non pas vivre en apnée, mais il faut pouvoir respirer. Nous avons donc ici une de ces bicyclettes qui servent à fournir une énergie d'appoint en matière de ventilation. Voilà, vous voyez. Donc, un soldat devait pouvoir monter, comme moi je le fais maladroitement, pardonnez-moi, j'ai 80 ans d'âge, mais je vais y arriver, voilà. Et donc, on pouvait pédaler, et vous allez entendre, on entend la soufflerie qui tourne, on entend bien la ventilation, vous voyez, il y a toutes les manettes, donc, et on peut donc pédaler. Alors voilà, nous sommes ici dans une pièce dont l'intérêt essentiel est de comporter un ameublement donc de type métallique, qui est tout à fait caractéristique des équipements militaires. Nous ne sommes pas dans un domaine ferroviaire, nous sommes bien en terrain militaire. Normalement, sur les bureaux, on devrait avoir des téléphones d'époque, des gros téléphones noirs, vous voyez, qui sont donc raccordés. Il y a des boîtes de raccordement, et sur les tables mêmes, on a disposé des graphiques de marche des trains. Alors il faut dire que pendant la Seconde Guerre mondiale, la SNCF d'ailleurs n'existe pas. Le télégramme de mobilisation précise bien que la SNCF est dissoute. Elle devient simplement une SMCF, c'est-à-dire le service militaire des chemins de fer, service de l'armée. Donc c'est l'armée qui décide des trains, qui décide de tel train qui va à tel endroit, qui transporte ceci ou qui transporte cela, et même les personnes, tous les trains de voyageurs sont eux-mêmes donc décidés par l'armée. 12 000 gares de la SNCF possèdent pour les plus petites d'entre elles un petit abri, on pouvait tenir, et les grandes gares, par exemple les gares parisiennes, mais aussi les grandes gares des grandes villes de province, les grands nœuds ferroviaires, avaient donc des bunkers. D'ailleurs, le bunker de la gare du Nord était connu, c'est ce qui fait qu'il a été réaffecté à autre chose puis démoli. Je crois que les volumes ont été récupérés. Le bunker de la gare Saint-Lazare aussi. La gare de l'Est, je dirais la chance de ce bunker, c'est d'avoir été oublié complètement. Si on laisse parler le membre de la Commission nationale des monuments historiques que je suis, moi je dirais que tant que cet endroit, comme la grotte de Lascaux, reste fermé, c'est plutôt tant mieux. Il faudrait presque faire une copie à côté, vous voyez, pour que le grand public puisse le visiter. Donc je serais plutôt pour une discrétion contrôlée et une gestion sage, prudente et plutôt discrète, vous voyez, dont la SNCF en ce moment sait faire preuve.